Salut les amis, je vais vous parler de la forteresse Visconti d'Orgnano. La forteresse Visconti ou château d'Orgnano et forteresse Albani est une ancienne structure militaire documentée dès 1016 dans le centre historique de la municipalité d'Orgnano, dans la province de Bergame, devenant sa principale caractéristique et appartenant depuis 1953 à l'administration municipale. État Italie, région Lombardie, emplacement Orgnano. La période Visconti. La mention de la présence d'un château sur le territoire d'Orgnano figure sur un parchemin daté du 8 mai 1016, conservé dans les archives de la bibliothèque civique Angelo Mai de Bergame. Continuons. Ce document relate la vente d'un terrain situé à proximité d'un castro, mais ne l'identifie pas. En effet, compte tenu des événements historiques liés à Frédéric Barberousse, qui avait dévasté toutes les habitations fortifiées du territoire. En 1186, il est probable que celui-ci ait subi le même sort. La confirmation de la présence d'un château remonte à 1354, mentionné lors du concile des 10 de Bergame dans une lettre de l'archevêque du Seigneur de Milan, Giovanni Visconti, qui ordonna sa restructuration et son agrandissement. Sa proposition entre deux routes de liaison importantes, la route de Francesca qui relie à Milan à Brescia et la route Cremasca qui relie à Bergame, à Crema, en faisant un lieu d'intérêt important, mais aussi sujet des actes de vandalisme continu, comme vous pouvez le voir. Rentrons. Giovanni, petit-fils de Matteo Visconti, qui avait occupé la ville de Bergame en 1315, souhaitait que la ville soit gouvernée par un podestat et ordonna des améliorations dans de nombreuses localités du territoire. Son ordonnance visant à consolider le château d'Orgnano confirme sa présence antérieure. Nous vous ordonnons sur la base de cette lettre de faire en sorte que l'achèvement de notre forteresse Orgnano soit réalisé conformément à l'ordre donné et renouvelé par Giovanni de Bresezzo et selon les indications de M. Vincenzo da Novate, qui est pleinement informé du projet. Lettre de Giovanni Visconti au Conseil des 10. Giovanni eut pour successeur Bernabo Visconti, qui acheva la construction du bâtiment. Le manoir de plan carré était entièrement construit en terre cuite, comme le voulait la tradition des châteaux Visconti. Il y installa une garnison armée et en fit peut-être sa résidence temporaire en janvier 1360. Cette présence était liée à un événement religieux survenu en 1356 dans la ville voisine de Brasella, où la Vierge serait apparue à une jeune fille. Le lieu devient un centre de foi et de pèlerinage auquel les Visconti ne restèrent pas insensibles, contribuant même financièrement à la construction du sanctuaire. La région souffrit énormément du conflit guelfe-gibelin
qui détruisit de nombreux édifices dans la basse Bergame. Pour protéger le château, Bernabo fit creuser des douves qui entouraient les murs de briques du manoir au début du XVe siècle. Donc nous allons faire le tour. La ville d'Orgnano était défendue non seulement par le château, mais aussi par ses remparts, comme en témoigne la bataille qui, le 5 août 1403, opposa Giovanni, fils de feu Guelmo de Savordi, à Pandolfo Malatesta. Les remparts furent probablement détruits et reconstruits à plusieurs reprises compte tenu de nombreuses batailles et actes de vandalisme qui eurent lieu sur le territoire d'Orgnano. En 1405, le manoir revint aux Visconti, en la personne Giovanni Piccinino Visconti qui le reconstruit grâce à l'aide des Malatesta. Cependant, s'étant éloigné d'Orgnano, le manoir fut attaqué et conquis par Facino Cane, au service de Giovanni Maria Visconti. Le territoire était alors très hostile à la population en raison des incursions incessantes des différentes armées et la forteresse dut être renforcée tandis que le village entier était entouré d'une double enceinte en 1428. Orgnano, comme tout le territoire de Bergame, fut intégré à la République de Venise, située suite au traité de Ferrare du 19 avril qui officialisait les nouveaux territoires du duché de Milan et les terres de la République de Venise. La nouvelle domination souhaita immédiatement restructurer la forteresse, qui, du fait des nombreuses batailles, avait subi d'importants dégâts. Donc nous allons faire le tour. Excusez-moi pour la vision et la lecture. J'ai un peu de mal à faire les deux en même temps. Les travaux de rénovation commencèrent le 9 septembre 1433. Les murs furent reconstruits selon les besoins de l'époque, marqués par l'utilisation d'armes différentes, beaucoup plus invasives et destructrices. Le donjon Renaissance apparaît donc très différent de l'original, le rez-de-chaussée étant dédié à l'armée et l'étage supérieur, le premier étage, à la résidence des châtelains, mais la paix fut rompue par les Visconti qui, avec Niccolo Piccinino, attaquèrent la forteresse. Ils voulaient également conquérir Bergame, mais Bartolomeo Colleoni, avec ses 300 fantassins, les arrêta le 19 novembre 1437, après avoir détruit la Via Pignolo et atteint le monastère des Augustins. La période Colleoni. En 1454, le château devint la propriété de Bartolomeo Colleoni, qui signa l'accord avec les habitants de la vallée de Brembana le 12 février 1454. Peu de temps après, le chef fit halte à Orgnano durant la rude hiver, mais il ne resta pas inactif. Grâce à son autorité et à sa cordialité naturelle, il gagna toute la plaine de Bergame, à la dévotion du duc Giuseppe Ronchetti. Ce château s'ajouta ainsi à ceux qui possédaient Romano di Lombardia, Malpaga Colonio et Martinengo Colleoni,
fit réaliser des travaux de modernisation dans chacun de ses châteaux, ainsi que dans la forteresse d'Ornano, qu'il vendit à son secrétaire. À Bondiologhi, le château conserve de nombreux témoignages de la présence de Longhi, qui fit peindre ses armoiries représentant un griffon aux ailes rouges et aux parallèles blanches, ainsi que celle de l'épouse de la famille Cucci, un coffre avec 2 petits oiseaux et celle de Coleoni, certainement son bienfaiteur. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez très bien. J'essaye de faire au mieux. Attendez, parce que je me suis perdu dans la lecture un peu. À la mort d'Abbondio Longhi, la propriété revint à son fils Marc Antonio, puis à ses petites filles Théodora et Laura. Ils ont stipulé un acte de partage de la propriété, un acte qui semble avoir été rédigé dans une salle voûtée qui n'existe plus, peut-être la plus importante du château, une salle qui a accueilli 1550 hommes, qui deviendra plus tard le pape Pie V. Voilà. Continuons à faire le tour. La présence de Leonardo da Vinci au château en 1483 n'est attestée par aucun document écrit, mais elle reste plausible, puisque cette année-là, la propriété appartenait à Ludovico il Moro, qui aurait pu inviter Leonardo da Vinci à mener bien un projet d'amélioration du système défensif de l'édifice. Le tableau conservé dans la partie supérieure de l'escalier présente, selon l'historien Sergio Paggiaro, des caractéristiques propres à certaines œuvres de l'artiste. La période Albani. Le château fut hérité par Théodora, fille de Marcantonio Longhi, qui le vendit en 1539, avec tous les terrains et bâtiments lui appartenant, pour la somme de 10 000 écus d'or à Giovanni Girolamo Albani, époux de sa sœur. Un acte de vente daté du 23 septembre est signé par les époux des 2 sœurs, Giovanni Girolamo Albani et Pietro Francesco Visconti, officialisa la vente, faisant du château la propriété de la famille Albani. Continuons à faire le tour. L'une des plus importantes de Bergame, sous l'égide de nouveaux propriétaires, le château fit l'objet d'une importante reconstruction avec l'ajout de nouvelles pièces. Il accueillit le pape Pie V en 1550, lorsqu'il dut fuir Bergame, où il avait trouvé refuge au couvent dominicain de Santo Stefano, après avoir été agressé lors de son inquisition contre Vittore Sorenzo et d'autres personnes accusées d'hérésie. J'essaie de vous montrer en même temps, ça veut dire je me concentre aussi sur la caméra et sur le texte. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois que je m'arrête, c'est qu'il y a des points. La forteresse passa aux mains des descendants des Albani, parmi lesquels figurait certainement le père Giovanni Domenico, dont une statue est conservée
Aux premiers escaliers, le socle portant l'inscription Giodom Albani. Ce personnage mort à seulement 28 ans au combat contre les Turcs alors qu'il était au service de la République de Venise, visita la forteresse précisément pour apporter son soutien moral à son père, Ferdinand III de Habsbourg s'y rendit. J'espère que vous allez comprendre un peu ce que je vous lis. La forteresse devint ensuite pendant des siècles la résidence d'été des descendants de la famille qui préférait la vie citadine, même s'il occupait de nombreuses fonctions publiques à Ergnano. Au XVIIIe siècle, le château subit une rénovation massive qui la transforma en une demeure seigneuriale. En 1842, Venceslao Albani, dit Albanu, fit moderniser le domaine avec la création d'un jardin botanique, ainsi que la forteresse elle-même, ornée de sculptures de Giovanni Maria Benzoni. Figure importante non seulement pour Ergnano, il devint également maire de Bergame, comte palatin, chambellan de Smyrna et chevalier de la couronne de fer de San Ludovico de Lucca. On lui doit la création de la gare de Bergame et du Viale Roma, la ligne de chemin de fer Treviglio-Bergame et une intuition financière. Cependant, étant au service de l'Empire des Habsbourg lors de leur défaite et de leur retraite de Bergame, le malheureux Albano fut déclaré en faillite et nombre de ses biens furent saisis. Les biens de la famille Albani, y compris la forteresse, furent acquis aux enchères par la famille Fouzier. La transaction fut publiée dans la Gazette provinciale de Bergame le 9 avril 1896. Ces derniers jours, le château ancestral des Albani, plus communément appelé la forteresse d'Ergnano, a été acquis par les frères Fusier, industriels réputés et entreprenants, figure importante de la colonie suisse installée à Bergame et dans sa province. Aujourd'hui, le château d'Ergnano n'est donc plus la forteresse des Albani. Ce domaine aristocratique a succombé bien plus tard que tant d'autres au cours des événements. Ce changement de propriété suscitera sans doute des regrets, ou peut-être l'espoir d'une renaissance productive et profitable pour cette population remarquable. Journal officiel de Bergame, 9 avril 1896. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne comprends pas pourquoi ça fait sombre. Ah, voilà. C'était là que j'étais en train de filmer. Au cours des 20 années suivantes, la propriété passa à Lamberto Sala, qui entreprit des travaux de réorganisation du complexe architectural, puis à Maddalena Donna del Rose, et enfin à Gagliardi bis à Gelmini, qui fit sa résidence d'été. Certaines pièces furent occupées par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale et après la libération, certaines servirent de salles de classe le 1er novembre 1953. L'administration décida d'acquérir le château pour la somme de 17 millions de lire. Depuis les années 1980, le château a été le lieu des spectacles culturels et folkloriques importantes. Voilà un peu l'histoire. Bon, désolé si j'ai un peu mal lu, un peu mal filmé. Je suis vraiment désolé. Je tenais à vous dire que c'est un peu compliqué, que ce château date quand même du Moyen-Âge. Et que je ne peux pas rentrer à l'intérieur car
malheureusement, eh ben, je n'ai pas trouvé le propriétaire. J'aurais bien aimé trouver le propriétaire pour lui dire que je veux faire une vidéo sur ce château. Mais le problème, c'est que je ne trouvais aucune personne pour la propriété. Nous allons un peu explorer les lieux, si vous voulez. Bien, malheureusement, il y a des endroits où je ne pourrais pas passer, comme là par exemple. J'aurais bien aimé monter, voir, ça aurait été stylé. Et je vous avoue, j'aurais bien aimé monter dans les douves et tout ça pour vous montrer. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que tout est fermé, quoi. Donc je peux passer que par le tour, en fait. Donc voilà, je vous fais visiter un petit peu. Comme ça, je me concentre vraiment aussi sur la caméra. Attendez, c'est normal que je filme ça. C'est parce que je compte faire le tour. Je crois pas que je vais faire le tour par là. Si, allez, hop. J'essaie de vous montrer un peu comme ça. Bon, je suis désolé pour la lecture. Hein. Je suis désolé pour la caméra. Je fais ce que je peux, les amis. J'espère que vous allez quand même apprécier la vidéo. J'espère que vous allez apprécier la lecture. Malgré tout, donc à mon avis, à l'intérieur, ça doit être pas mal du tout. J'aimerais vraiment trouver la personne pour visiter le château. Ça serait vraiment énorme, en fait. Voilà. On peut voir l'extérieur aussi depuis là. Voilà. Vous voyez, c'est fermé, je peux pas forcément rentrer. Donc malheureusement, je vais essayer d'un peu de tout vous filmer. Tout ce que je peux vous filmer, j'essaierai de vous le filmer. Je pense que tout ce qui est prison, donjon, je ne pourrais pas le filmer. Voilà. Je pense que ça, c'était les sous-sols du château. Voilà, peut-être la prison du château. Il y a plusieurs portes. Je vais essayer de filmer ce que je peux. Voilà. Je filme ce que je peux, hein, les amis. Voilà. Je filme vraiment ce que je peux. Mais c'est vrai que c'est magnifique, hein, quand même. C'est vrai que ce château, il est pas mal. La salle d'armes. Castello Albani. 14e siècle. Vous imaginez quelqu'un, il ouvre la porte? Ça aurait été trop bien.
En tout cas, je vous ai lu une petite partie d'histoire de ce château d'Orgnano. Je vous invite à aller si vous pouvez faire plus de recherches, vous documenter un peu mieux que moi je l'ai fait, ça serait encore mieux pour vous, parce que je vous avoue que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et sur ce, je vous laisse sur cette tour, sur cette belle tour. Je suis désolé en tout cas de ne pas vous montrer l'intérieur. Je suis vraiment désolé de pas d'avoir mal filmé, d'avoir mal lu le texte. J'espère que vous allez me comprendre sur ce que j'ai lu. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à vous follower à mon compte. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.